Nous sommes en 1180. Philippe a 15 ans quand il monte sur le trône de France. Son père Louis VII vient de mourir, laissant derrière lui un royaume bien fragile face aux puissances qui l'entourent. À l'ouest, l'Angleterre contrôle un territoire immense qui s'étend de la Normandie jusqu'aux Pyrénées. Henri II Plantagenet règne sur un empire qui éclipse largement le domaine royal français. Le jeune roi n'a hérité que d'un petit morceau de territoire autour de Paris. Ses vassaux lui obéissent quand ça les arrange. Les grands seigneurs font ce qu'ils veulent sur leurs terres. Philippe regarde cette carte et comprend une chose. S'il ne fait rien, la France va disparaître. Mais ce gamin de 15 ans a une qualité rare. Il sait attendre. Il observe. Il étudie ses ennemis. Henri II vieillit et ses fils se déchirent déjà pour l'héritage. Richard Cœur de Lion part en croisade et laisse l'Angleterre aux mains de son frère Jean. Philippe note tout cela dans un coin de sa tête. La première grande leçon de Philippe, c'est que la force brute ne suffit pas. Il faut de la ruse. Quand Richard revient de Terre Sainte, les deux rois signent des traités qu'ils brisent aussitôt. Philippe attaque la Normandie, prend quelques châteaux, puis négocie une trêve. Richard riposte, récupère ses places. Ah, ils remettent ça. Ce petit jeu dure des années. Mais Philippe apprend. Chaque campagne lui enseigne quelque chose sur l'art de la guerre. Il découvre les faiblesses de l'administration anglaise. Il repère les barons normands qui commencent à en avoir assez de servir un roi qui vit outre-Manche. En 1199, tout bascule. Richard meurt bêtement devant le château de Chalut, touché par un carreau d'arbalète. Jean Santerre devient roi d'Angleterre. Philippe sourit. Il connaît Jean depuis des années. Ce type est tout l'opposé de son frère. Là où Richard était un guerrier, Jean est un politique médiocre. Là où Richard inspirait le respect, Jean suscite la méfiance. Jean commet immédiatement une faute énorme. Pour devenir duc de Normandie, il doit rendre hommage au roi de France. C'est la règle féodale. Mais Jean traîne des pieds. Il trouve des excuses. Il reporte la cérémonie. Philippe comprend que son rival ne veut pas s'humilier devant lui. Cette arrogance va coûter cher à Jean. En 1202, des barons poitevins se plaignent au roi de France des exactions de leur seigneur. Selon la loi féodale, Philippe convoque Jean à Paris pour qu'il s'explique. Jean refuse de venir. Grave erreur. Le 28 avril 1202, Philippe Auguste prononce la confiscation de tous les fiefs français de Jean Santerre. La Normandie, l'Anjou, le Maine, la Touraine et le Poitou sont déclarés revenus au domaine royal. C'est un coup de génie juridique. Philippe ne vole rien à personne. Il applique simplement le droit féodal. Maintenant, il faut conquérir ce qui lui appartient, légalement. Philippe lance ses armées sur plusieurs fronts. Pendant que ses troupes attaquent la Normandie, il négocie secrètement avec les barons bretons et poitevins. Beaucoup acceptent de changer de camp. Le pouvoir de Jean s'effrite de l'intérieur. La vraie bataille commence en Normandie. Cette province riche et peuplée est le cœur de la puissance anglaise en France. Celui qui contrôle la Normandie tient la clé de la Manche. Philippe le sait, Jean aussi. Le roi d'Angleterre a un atout majeur, Château-Gaillard. Cette forteresse construite par Richard Cœur de Lion domine la vallée de la Seine. Tant qu'elle tient, les Français ne peuvent pas prendre Rouen. Richard l'avait surnommée sa fille chérie. Il prétendait qu'elle était imprenable. Philippe Auguste étudie Château-Gaillard pendant des mois. Il fait venir ses ingénieurs. Ils examinent chaque pierre, chaque angle mort, chaque source d'approvisionnement. Le roi français découvre que cette forteresse réputée invincible a un défaut. Elle compte trop sur sa réputation. En septembre 1203, Philippe met le siège devant Château-Gaillard. Mais au lieu d'attaquer frontalement, il utilise une stratégie inédite. Il installe ses troupes dans 3 camps fortifiés qui encerclent complètement la place. Aucun secours ne peut plus arriver. Aucun messager ne peut plus sortir. L'hiver 1203 à 1204 est terrible pour les assiégés. Philippe a calculé ses réserves. Il peut tenir plus longtemps que l'ennemi. Ses soldats mangent à leur faim pendant que la garnison de Château-Gaillard se serre la ceinture. Jean Santerre tente bien quelques opérations de secours. Ses bateaux remontent la Seine avec des vivres. Mais Philippe a tendu des chaînes en travers du fleuve. La flotte anglaise ne peut pas passer. Les convois terrestres se heurtent aux avant-postes français. Château-Gaillard reste isolé. Le 6 mars 1204, après 6 mois de siège, la forteresse tombe. Les Français ont réussi à percer les défenses en passant par les latrines. C'est humiliant pour les Anglais.
Leur château invincible est pris par les égouts. Cette victoire a un effet domino immédiat. Les garnisons anglaises de Normandie perdent de courage. Falaise se rend sans combattre. Caen capitule le 21 mai. Rouen, la capitale du duché, ouvre ses portes le 24 juin. En quelques semaines, toute la Normandie passe sous contrôle français. Jean sans Terre vient de perdre le joyau de son empire continental. Mais Philippe ne s'arrête pas là. Il lance ses armées vers le sud. L'Anjou et le Maine tombent à leur tour. En 1206, presque tout l'empire plantagenète a disparu. Il ne reste à Jean que l'Aquitaine et quelques places fortes isolées. Cette série de victoires inquiète toute l'Europe. Le roi de France devient trop puissant. L'empereur allemand Otton IV s'alarme. Si Philippe contrôle toute la façade atlantique de l'Europe, l'équilibre continental est rompu. Jean sans Terre comprend qu'il ne peut pas récupérer ses terres tout seul. Il faut monter une grande coalition contre Philippe Auguste. Le roi d'Angleterre sort son carnet de chèques. Il achète des alliés partout où il peut. L'empereur Otton IV accepte l'or anglais. Le comte de Flandre Ferrand de Portugal fait de même. Le duc de Brabant, Henri Ier rejoint la coalition. Même quelques seigneurs français se laissent corrompre. L'idée est simple, attaquer Philippe sur plusieurs fronts à la fois. Le plan de Jean est malin. Pendant qu'Otton et ses alliés attaquent par le nord, lui-même débarquera en Poitou avec une armée anglaise. Philippe sera pris en tenaille, il devra diviser ses forces et ne pourra résister nulle part. En 1213, la coalition se met en marche. Jean débarque effectivement à La Rochelle avec 15 000 hommes. Il reprend plusieurs villes du Poitou. Au même moment, Otton rassemble ses troupes en Allemagne. Les comtes de Flandre et de Boulogne mobilisent leurs vassaux. Philippe Auguste se retrouve dans une situation critique. Ses ennemis ont plus de soldats que lui. Ils ont plus d'argent que lui. Ils coordonnent leurs attaques. Beaucoup de conseillers du roi français lui suggèrent de négocier. Mais Philippe refuse. Il prend une décision qui étonne tout le monde. Au lieu de rester sur la défensive, il va attaquer. Philippe choisit de frapper Otton avant que la coalition soit complètement prête. C'est un pari énorme. S'il perd cette bataille, c'est la fin du royaume de France. Au printemps 1214, Philippe rassemble son armée à Péronne. Il a environ 25 000 hommes, ce qui est considérable pour l'époque. Mais ses espions lui rapportent qu'Otton dispose de 80 000 soldats. La disproportion est énorme. Le roi français ne peut pas gagner par la force brute. Il doit utiliser la ruse et la rapidité. Philippe fait semblant de vouloir négocier. Il envoie des messagers à Otton pour proposer une rencontre. Pendant ce temps, ses troupes avancent discrètement vers la Flandre. L'empereur allemand tombe dans le piège. Quand il comprend que Philippe marche sur lui, il est trop tard pour éviter la bataille. Les deux armées se font face près du village de Bouvines, à côté de Lille. C'est le dimanche 27 juillet 1214. Normalement, on ne se bat pas le jour du Seigneur. Mais Otton veut en finir. Il lance l'attaque vers midi. Philippe n'a pas le choix. Il doit accepter le combat. Le roi français a disposé ses troupes avec intelligence. Au centre, il place ses chevaliers français les plus expérimentés. Sur les ailes, il met les milices communales et les troupes levées dans les provinces récemment conquises. Lui-même se tient au cœur de la bataille avec sa garde personnelle. Otton utilise la tactique classique. Il fait donner sa cavalerie lourde pour percer le centre ennemi. Ses chevaliers allemands et flamands chargent en hurlant. Le choc est terrible. Pendant un moment, la ligne française vacille. C'est là que Philippe montre son génie tactique. Il avait prévu cette attaque. Derrière son premier rang de chevaliers, il a dissimulé des piquiers et des arbalétriers. Quand la cavalerie ennemie s'enfonce dans ses lignes, elle tombe dans un piège mortel. La bataille fait rage pendant des heures. Philippe Auguste se bat comme un simple chevalier. Il donne l'exemple à ses hommes. Quand sa bannière royale est renversée, il la relève lui-même. Ses soldats voient leur roi risquer sa vie au premier rang. Cela décuple leur courage. Otton IV commet une erreur fatale. Il se lance personnellement dans la mêlée pour frapper un grand coup. Mais il s'isole de ses troupes. Les chevaliers français l'entourent. L'empereur manque d'être capturé. Il doit fuir en abandonnant ses étendards et son trésor de guerre. Quand les soldats allemands voient leur chef disparaître, ils perdent pied. Le comte Ferrand de Flandre est fait prisonnier. Le duc de Brabant s'enfuit. Toute l'aile droite de la coalition s'effondre. Philippe ordonne alors la charge générale. Ses trompettes sonnent l'attaque sur tout le front. Les milices communales, qui se battaient depuis le matin, trouvent un second souffle.
Elle se jette sur l'ennemi en déroute. Le massacre est effroyable. Les chroniqueurs parlent de milliers de morts. Toute la noblesse de Flandre et d'Allemagne gît sur le champ de bataille. Ceux qui peuvent encore fuir abandonnent leurs bagages et leurs armes. À la fin de la journée, Philippe Auguste tient une victoire totale. Il a détruit la plus puissante coalition jamais montée contre la France. Othon le IV ne s'en remettra jamais. Il mourra quelques années plus tard, brisé par cette défaite. Ferrand de Flandre est emmené prisonnier à Paris. Philippe le fera enfermer au Louvre pendant 13 ans. C'est le prix de la trahison. Les autres conjurés perdent leurs terres et leurs titres. Le roi de France redistribue leurs fiefs à des seigneurs fidèles. Jean Santerre apprend la nouvelle de Bouvines pendant qu'il guerroie en Poitou. C'est un coup de massue. Tous ses plans s'effondrent d'un coup. Sans le soutien d'Othon et de ses alliés, il ne peut pas tenir tête à Philippe Auguste. Le roi d'Angleterre tente bien de continuer la lutte. Mais ces barons anglais en ont assez de cette guerre ruineuse. Ils refusent de payer de nouveaux impôts pour financer les aventures continentales de leur souverain. Jean doit signer une trêve humiliante et rentrer en Angleterre. La défaite de Bouvines a des conséquences terribles pour Jean Santerre. Ces barons anglais se révoltent. Ils l'obligent à signer la Grande Charte le 15 juin 1215. Ce document limite considérablement les pouvoirs du roi. C'est la première constitution de l'histoire anglaise. Jean ne peut plus jamais espérer reconquérir ces terres françaises. Il mourra en 1216, rongé par l'amertume. Son fils Henri III montera sur le trône à 9 ans. La régence anglaise sera trop faible pour inquiéter la France pendant des décennies. Philippe Auguste, lui, sort grandi de cette épreuve. Il a unifié la France sous son autorité. Les grands vassaux comprennent qu'ils ne peuvent plus défier le roi. Ceux qui ont trahi ont été punis. Ceux qui sont restés fidèles ont été récompensés. Le domaine royal s'étend maintenant de la Manche aux Pyrénées. La France devient la première puissance européenne. Philippe contrôle les routes commerciales entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. L'or afflue dans ses caisses. La victoire de Bouvines marque une rupture dans l'histoire européenne. Pendant un siècle, l'Angleterre avait dominé l'ouest de la France. Désormais, c'est l'inverse. La France devient l'arbitre des querelles européennes. Philippe Auguste a inventé une nouvelle façon de gouverner. Il ne se contente plus de régner sur ses vassaux. Il administre directement ses territoires. Il nomme des baillis qui rendent la justice en son nom. Il crée une bureaucratie efficace qui contrôle tout le royaume. Cette administration centralisée donne au roi de France un avantage énorme sur ses rivaux. Pendant que les seigneurs anglais se battent entre eux, Philippe organise méticuleusement sa puissance. Il réforme l'armée, améliore les finances, développe le commerce. Le roi français comprend aussi l'importance de la propagande. Il fait raconter partout la bataille de Bouvines. Les trouvères chantent sa gloire dans toute l'Europe. Philippe devient le modèle du roi chrétien qui défend son peuple contre les envahisseurs. Cette image lui sert dans ses négociations diplomatiques. Le pape Innocent III, qui soutenait pourtant Othon IV, se rallie finalement à Philippe. L'empereur de Byzance lui propose une alliance. Même les rois de Castille et d'Aragon cherchent son amitié. En 1223, quand Philippe Auguste meurt, il laisse un royaume unifié et puissant. Son fils Louis VIII héritera d'un domaine 3 fois plus grand que celui de Louis VII. La France est devenue la première puissance européenne. Cette situation durera 3 siècles. Mais revenons à Bouvines et à ses conséquences immédiates. Cette bataille change la carte de l'Europe. L'empire Plantagenet, qui s'étendait de l'Écosse aux Pyrénées, a vécu. Seule l'Aquitaine reste aux mains anglaises, et encore, elle est constamment menacée. Philippe Auguste profite de sa victoire pour réorganiser ses nouvelles provinces. En Normandie, il confirme les privilèges locaux pour s'attirer la sympathie des populations. Mais il place des garnisons françaises dans tous les châteaux importants. Plus jamais cette région ne pourra faire sécession. L'Anjou et le Maine sont intégrés plus brutalement. Philippe confisque les terres des seigneurs qui ont soutenu Jean Santerre. Il les redistribue à des chevaliers français qui lui sont dévoués. Cette politique crée une nouvelle aristocratie entièrement dépendante du roi. En Flandre, la situation est plus complexe. Le comte Ferrand reste prisonnier à Paris, mais Philippe ne peut pas annexer directement ce territoire prospère. Il se contente de nommer un régent français et d'occuper les villes principales. Les marchands flamands comprennent vite où est leur intérêt. Cette réorganisation territoriale s'accompagne d'une révolution administrative. Philippe Auguste crée le corps des baillis royaux. Ces fonctionnaires,
choisi parmi la petite noblesse et la bourgeoisie, administre les provinces au nom du roi. Il remplace les anciens sénéchaux qui étaient souvent des grands seigneurs peu fiables. Le système fonctionne remarquablement bien. Les baillis rendent compte directement au roi. Ils ne peuvent pas créer de dynastie locale puisqu'ils sont révocables à tout moment. Philippe tient ainsi ses provinces d'une main ferme sans avoir besoin d'y résider constamment. Cette centralisation administrative révolutionne les finances royales. Avant Philippe Auguste, le roi de France vivait surtout des revenus de ses domaines personnels. Maintenant, il perçoit des impôts réguliers sur tout le royaume. Ses ressources se multiplient par 10 en 20 ans. Avec cette richesse nouvelle, Philippe transforme Paris. Il fait paver les rues principales pour que les marchands puissent y circuler plus facilement. Il construit les halles, un grand marché couvert qui attire les commerçants de toute l'Europe. Il agrandit le Louvre pour en faire un véritable palais royal. Mais surtout, il entoure Paris d'une enceinte fortifiée longue de 5 km. Ces murailles, flanquées de tours puissantes, font de la capitale française la ville la mieux défendue d'Europe. Aucun ennemi ne pourra plus menacer directement le cœur du royaume. Cette politique urbaine a des objectifs précis. Philippe veut faire de Paris le centre économique de l'Europe occidentale. La ville doit rivaliser avec Londres, Gênes et Venise. Pour cela, il accorde des privilèges commerciaux aux marchands étrangers qui viennent s'installer dans sa capitale. Le pari réussit. Vers 1220, Paris compte plus de 100 000 habitants. C'est la plus grande ville d'Europe après Constantinople. Les universités y attirent des étudiants de tout pays. Les artisans parisiens deviennent célèbres pour la qualité de leurs produits. Cette prospérité économique renforce encore le prestige de Philippe Auguste. Les rois étrangers viennent visiter sa cour. Ils admirent la richesse de Paris et la puissance de l'administration française. Beaucoup tentent d'imiter le modèle capétien dans leur propre royaume. La victoire de Bouvines consacre aussi Philippe Auguste comme un grand capitaine. Ses innovations militaires font école dans toute l'Europe. Le roi français a compris qu'il fallait combiner intelligemment les différents types de troupes. À Bouvines, Philippe avait aligné des chevaliers lourdement armés, des sergents à pied équipés de lances, des arbalétriers et même quelques unités de paysans armés de faux et de masses. Cette diversité tactique a désorienté les ennemis habitués aux charges de cavalerie traditionnelles. Mais l'innovation la plus importante de Philippe, c'est l'usage méthodique du renseignement. Avant chaque campagne, il fait espionner ses adversaires. Il connaît leurs effectifs, leurs mouvements, leurs disputes internes. Cette information lui donne un avantage décisif sur ses ennemis. Le roi français excelle aussi dans l'art du siège. Sa prise de Château-Gaillard reste un modèle du genre. Au lieu de s'épuiser dans des assauts coûteux, Philippe a choisi d'affamer la garnison. Il a transformé le siège en blocus total, empêchant tout ravitaillement de parvenir aux assiégés. Cette méthode demande de la patience, mais elle est beaucoup plus efficace que les attaques frontales. Philippe l'applique systématiquement dans toutes ses conquêtes. Il préfère attendre 6 mois et prendre une place sans perte plutôt que de la prendre d'assaut en sacrifiant des centaines de soldats. Ces techniques nouvelles font de l'armée française la plus redoutable d'Europe. Les adversaires de Philippe savent qu'ils vont affronter des troupes bien organisées, bien renseignées et commandées par un chef qui ne laisse rien au hasard. Mais Philippe n'est pas seulement un guerrier, c'est aussi un diplomate habile qui sait diviser ses ennemis. Sa grande force, c'est de toujours proposer une alternative à la guerre. Même ses adversaires les plus déterminés finissent par négocier avec lui. Prenons l'exemple d'Otton IV. Après Bouvines, l'empereur allemand est complètement discrédité. Mais Philippe ne l'achève pas. Il préfère le laisser s'affaiblir tout seul. Effectivement, Otton perd progressivement tous ses soutiens en Allemagne et meurt isolé en 1218. Cette politique modérée porte ses fruits. Le successeur d'Otton, Frédéric II, cherche immédiatement l'amitié française. Il propose un traité d'alliance à Philippe. L'empereur comprend qu'il vaut mieux avoir la France pour ami que pour ennemi. Même attitude avec l'Angleterre. Après la mort de Jean sans Terre, Philippe pourrait profiter de la minorité d'Henri III pour envahir l'Angleterre. Mais il préfère négocier une longue trêve. Il sait que l'Angleterre affaiblie ne peut plus le menacer sérieusement. Cette sagesse diplomatique fait de Philippe l'arbitre de l'Europe. Quand des conflits éclatent entre royaumes voisins, on fait appel au roi de France pour les résoudre. Son prestige est tel que sa simple médiation suffit souvent à calmer les tensions.
Les conquêtes de Philippe Auguste transforment complètement l'économie française. La réunion de la Normandie au domaine royal donne à la France un accès direct à la mer. Les ports de Rouen et de Caen deviennent des bases commerciales françaises. Cette ouverture maritime révolutionne le commerce français. Avant Philippe, la France était surtout un pays agricole tourné vers l'intérieur. Maintenant, elle peut commercer directement avec l'Angleterre, les Flandres et les pays scandinaves. Le roi encourage ce développement commercial en créant de nouveaux marchés et en protégeant les routes commerciales. Il fait construire des ponts sur les principaux fleuves pour faciliter la circulation des marchandises. Il standardise les monnaies et les poids et mesures dans tout le royaume. Ces mesures attirent les marchands étrangers. Les foires de Champagne, sous protection royale, deviennent les plus importantes d'Europe. Les banquiers italiens ouvrent des comptoirs à Paris. L'or afflue dans le royaume et finance de nouveaux investissements. Philippe comprend aussi l'importance de l'agriculture. Dans les provinces reconquises, il fait défricher de nouvelles terres et créer de nouveaux villages. Il accorde des privilèges aux paysans qui acceptent de s'installer dans ces régions frontières. Cette politique de peuplement consolide les conquêtes françaises. Les nouveaux colons sont reconnaissants au roi de leur avoir donné des terres. Ils constituent une milice naturelle qui défend le territoire contre toute tentative de reconquête ennemie. La bataille de Bouvines marque un tournant dans l'histoire européenne. Elle établit la prééminence française pour 3 siècles. Jusqu'à la guerre de 100 ans, aucune puissance ne pourra rivaliser avec la France. Cette hégémonie française transforme la culture européenne. Paris devient le centre intellectuel de l'Occident. L'Université de Paris attire les meilleurs esprits du continent. La langue française commence à supplanter le latin dans les cours européennes. L'architecture gothique, née en France, se répand partout en Europe. Les cathédrales de Notre-Dame de Paris, de Chartres et d'Amiens servent de modèles aux constructeurs étrangers. L'art français donne le ton à toute l'Europe. Cette influence culturelle renforce encore le prestige politique de la France. Les rois étrangers copient l'étiquette de Versailles, adoptent les modes parisiennes, parlent français dans leur intimité. La France devient le modèle de la civilisation européenne. Mais cette grandeur a des racines précises. Elle date du 27 juillet 1214, quand Philippe Auguste a écrasé la coalition européenne dans la plaine de Bouvines. Cette victoire a changé le cours de l'histoire européenne et établi la France comme la première puissance du continent. Quand Philippe Auguste meurt en 1223, il laisse un royaume transformé. Le domaine royal s'étend sur les 2/3 de la France actuelle. L'administration royale contrôle directement ces vastes territoires. Les finances sont prospères et l'armée invincible. Mais l'héritage le plus important de Philippe, c'est d'avoir créé l'idée de nation française. Avant lui, la France était un assemblage de duchés et de comtés unis seulement par l'hommage féodal. Après lui, elle devient un royaume unifié sous l'autorité royale. Cette unification ne se limite pas aux institutions. Elle touche aussi les mentalités. Les habitants de Normandie, d'Anjou et de Flandre apprennent progressivement à se considérer comme des Français. Le sentiment national naît de cette intégration politique. Ce processus prendra encore des siècles pour s'achever complètement, mais Philippe Auguste en a posé les fondements durables. Sa victoire sur l'Angleterre a prouvé que la France pouvait résister aux plus puissantes coalitions. Cette confiance collective ne se perdra plus jamais. Les rois successeurs de Philippe hériteront de cette légitimité nouvelle. Louis le Saint, Philippe le Bel, les Valois s'appuieront sur le prestige acquis à Bouvines pour étendre encore l'autorité royale. La monarchie française puise dans cette victoire une autorité morale incontestable. Même la Révolution française, qui abolira la royauté, conservera l'œuvre unificatrice de Philippe Auguste. Les frontières qu'il a fixées en 1214 resteront globalement celles de la France moderne. Son rêve d'unité nationale survivra à toutes les révolutions politiques. Ainsi, 8 siècles après Bouvines, nous vivons encore dans l'héritage de Philippe Auguste. Ce roi de 29 ans qui a humilié l'Angleterre un dimanche d'été a créé la France que nous connaissons. Sa victoire sur Jean sans Terre et ses alliés a fondé notre nation pour l'éternité.